Bonsoir, il est 22 h, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la soirée. Voici sans plus tarder les titres. Un tragique accident de la route, 3 femmes ont trouvé la mort ce matin et 3 autres personnes ont été gravement blessées dans un tragique et terrible accident de route. On vous en dit plus dans ce journal. Autre titre. Signature d'une convention de coopération entre la police djiboutienne et éthiopienne. Merci d'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Commençons ce journal par ce tragique accident de la circulation. 3 femmes ont trouvé trois femmes ont trouvé la mort ce matin et 3 autres personnes ont été gravement blessées dans un tragique et terrible accident de route. Le drame s'est produit sur la route auprès de Chermoussa à Belbela. Les 3 victimes sont 2 femmes qui vendaient de la poisson frais et des cigarettes assises au bord de route. Et une passante qui ont toutes été fauchées par un camion qui roulait à vive allure. Le chauffeur du camion voulait éviter un véhicule transportant du 4, mais perdant son sang-froid et le contrôle de son volant, est allé faucher la vie à 3 malheureuses femmes qui se trouvaient à proximité. Selon la protection civile, l'origine de l'accident est due à un excès de vitesse. Quant aux blessés, il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années qui présente un traumatisme crânien et 2 femmes dont l'état de santé est très alarmante. Page économie de cette édition. La discussion du projet de budget de l'État 2015 s'est poursuivie ce matin en commission sous la présidence de l'honorable député Shermak Moussa Aré. De très nombreux parlementaires ont participé à ce débat pour appeler l'autorisation budgétaire et l'autorisation de lever l'impôt dû au ressort de l'Assemblée nationale. Plusieurs ministres ont aussi défilé les unes après les autres pour être auditionnés, dont notamment le ministre de l'Énergie Ali Yarou Mahmoud, le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awali, le ministre de la Santé Kassim Issa Ousmane et enfin le ministre du Budget Bodé Ahmed Roblé. Tous ont été passés au gris par les élus. Ils ont été questionnés durant toute la matinée sur de nombreux points concernant leurs différents portefeuilles ministériels respectifs. Les ministres auditionnés ont dû expliquer en détail les actions qu'ils comptent entreprendre avec les crédits demandés pour l'année 2015. Les entretiens ont été très animés. Les réponses du gouvernement ont semblé convenir aux députés puisqu'ils ont à la fin des échanges donné un avis favorable à la transmission du texte à la prochaine plénière. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama Mirkié, a procédé en présence de ses collègues, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar et le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, au lancement d'un programme de formation de 250 jeunes à la conduite routière au SFEF. Cette formation menant à l'exercice du métier du chauffeur professionnel offre également aux jeunes la possibilité de suivre une formation générale en communication en anglais et en arabe. De plus, elle permettra aux jeunes apprenants d'acquérir des compétences de base en mécanique automobile. Cette initiative est la première action d'un vaste plan de formation à l'échelle nationale devant permettre à 1000 jeunes de la capitale et des régions de l'intérieur de bénéficier d'une remise à niveau scolaire et d'une formation pratique à l'exercice du métier de base relevant du secteur de la maintenance du bâtiment et travaux publics, du transport logistique, du tourisme, de la pêche et de l'agroélevage. Et après la cérémonie de lancement officiel, les stagiaires ont subi un test d'acuité visuelle et ont débuté leur formation qui se fera dans son partie théorique au même centre et les pratiques au LIC, les différents cours qui leur seront dispensés les 6 mois prochains avant de décrocher un certificat de formation professionnelle qui vont leur ouvrir les portes vers le marché de travail. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jama Al-Maoukié, n'a pas manqué de conseiller le jeune bénéficiaire Asma. Effectivement, le ministre a insisté à ce que ces jeunes profitent pleinement de leur formation afin de construire dans la durée leur projet professionnel et de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays. On l'écoute. Des secteurs économiques prioritaires tels que la pêche, le tourisme, l'industrie, le commerce, le service, ainsi de suite. Plusieurs grands projets sont actuellement en cours ou envisagent dans les différents secteurs des activités économiques qui se traduiront nécessairement par la création de nouveaux emplois nécessitant des formations aux compétences attendues à court terme, moyen terme par le marché du travail. Dans ce contexte, et conformément à la feuille de route du chef de l'État, mon département a donné pour mission prioritaire aux responsables de la formation professionnelle de mettre en œuvre des formations professionnelles initiales et modulaires de courte durée,
destinée à plus de 1000 jeunes de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette action de formation professionnelle s'inscrit dans la ligne politique visionnaire du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour qui la question de la valorisation du capital humain à travers de la formation technique et professionnelle toujours constitue un levier de développement économique de Djibouti et un instrument de de notre dossier est consacré au rôle du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la pacification politique du pays au cours de 20 dernières années, après l'accord de paix et de réconciliation nationale d'Ab'a, où il a été le principal artisan aux côtés de Barkhad Gourad Hamadou et du secrétaire général des Fruits Ougouré Kifle Ahmed. C'est en tant que chef de l'État qu'il initiera un autre accord de paix avec cette fois-ci l'aile de Ahmed Dini qui a bécoté l'accord d'Ab'a 7 ans plus tôt. C'est le samedi 12 mai 2001 qu'en effet cet accord dit définitif sera signé en grande pompe au Palais du Peuple. Cet accord complète celui d'Ab'a et met un terme ainsi à la guerre civile dans les années 90 dans notre pays. Une fois encore, les Djiboutiens négocient la fin de la crise de guerre sans la présence d'une tierce partie. C'est en cela que les deux accords restent singuliers. Notre confrère Salah Ismail nous rappelle le contexte, le contenu ainsi que son impact sur le paysage politique national. Le commentaire d'Ahmed Hamada. Tout commence au début des années 2000. L'ex-président du FRUD qui a refusé de participer à l'accord de paix d'Ab'a, isolé et qui vit en exil en France, écrit un courrier au nouveau président de la République, Ismaël Omar Guelleh, fraîchement élu. Dans cette missive, Ahmed Dini affirme qu'il est disposé sans condition à conclure avec le gouvernement un accord appelé accord de réforme et de concorde civile. Fidèle à son programme électoral dans la finalisation de la pacification du pays, le président de la République charge son chef de cabinet Ali Guelleh et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Dileita Mohamed Dileita, d'entamer des négociations secrètes à Paris avec l'aile radicale du FRUD dirigée par l'ancien premier ministre djiboutien Ahmed Dini. Les deux délégations vont négocier durant plus d'une année dans la capitale française, dans le secret le plus total et sans la présence d'une médiation extérieure, les grandes lignes d'un accord de paix définitif. Le samedi 12 mai 2001, le président de la République réussit son pari, 7 ans après un premier accord de paix, de finaliser avec l'aile dite armée du FRUD le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national et la réconciliation entre tous les Djiboutiens. Pour le président de la République, le combat politique doit se limiter désormais au débat d'idées. Les protagonistes de cet accord de paix sont accueillis par une foule en liesse sur l'esplanade du Palais du Peuple, avant la signature solennelle du document de l'accord qui permet à cet instant précis de tracer définitivement un trait sur cette période noire de notre histoire commune. La reconstruction, l'intégration, la poursuite de la démocratisation de la vie politique et l'affirmation de l'unité du pays et des citoyens constituent les fondements de cet accord de paix. Ainsi, l'ensemble des parties signataires des accords démontrent, sous l'impulsion du président de la République, leur volonté d'amorcer le travail de réconciliation et de décentralisation, élément nécessaire à la participation de tous les Djiboutiens à la prise de décision et au développement national. Les propos prononcés par les différents intervenants lors de cette réunion ont aujourd'hui une valeur historique. Ahmed Dini, tout en rappelant le contexte et la finalité de cet accord, loue la volonté politique du président Ismaël Omar Guelleh qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire aboutir les négociations en vue de cet accord. Seule la conviction partagée de part et d'autre de la communauté des intérêts à faire valoir ont permis de franchir heureusement tous les écueils rencontrés. Monsieur le Président de la République y a joué le rôle déterminant, conforme à la responsabilité qui est la sienne, à la tête du pays. Qu'il en soit ici publiquement et vivement remercié. La paix constitue le bien le plus précieux dans cette vie et la récompense finale dans l'autre après la mort.
De son côté, le président, tout en exprimant sa fierté de voir son pays pacifié, a insisté sur le fait que plus jamais le sang ne doit couler entre les Djiboutiens. Un acte historique qui témoigne du courage, de l'abnégation et de la détermination des parties signataires. C'est avec un grand plaisir et une immense satisfaction que je voudrais apporter mon soutien ferme et sans réserve et ma bénédiction à cet accord de paix des frères djiboutiens parce que je suis convaincu de l'engagement et de la sincérité des parties. Je voudrais saisir cette occasion en ma qualité de chef d'État pour réaffirmer mon engagement et ma volonté politique au respect et à l'application de cet accord. Cet engagement que je prends devant vous aujourd'hui va de pair avec ma foi et l'avenir de mon pays, à la solidarité de mon peuple et à son amour pour la paix. C'est avec la même détermination que je dis plus jamais ça. Animé de la foi islamique qui est l'essence même de la paix, le peuple fier de Djibouti pourra construire son avenir, son développement et sa prospérité dans la concorde et la tolérance. Que Dieu bénisse notre pays et nous accorde sa miséricorde. Wabillahi tawfiq. Comme pour mieux signifier du sérieux de cette paix des braves aux Djiboutiens et à la communauté internationale, le FRUD armé organise à Tadjoura une cérémonie de destruction des armes de ses combattants. Ahmadini va encore plus loin. Dans une interview accordée au journal éthiopien Les Nouvelles d'Addis et repris par le journal La Nation dans son édition du 21 juin 2001, le leader du FRUD armé défend les accords de paix et du système politique en vigueur dans le pays en affirmant en substance qu'il ne peut y avoir deux coprésidents à la tête du pays, en référence aux revendications du FRUD de confier au Premier ministre le poste de chef de gouvernement. Le 27 juin, lors de la Garden Party organisée dans les jardins du palais présidentiel à l'occasion du 24e anniversaire de l'indépendance nationale, l'ensemble de la classe politique, majorité et opposition offre cette image extraordinaire de rassemblement autour d'un même idéal de paix et de concorde civile entre tous les Djiboutiens. À travers cet accord de paix, le président fait preuve d'un courage et surtout d'une volonté politique pour permettre au peuple djiboutien de prendre son destin en main et construire donc l'avenir sur des bases saines et pacifiées. Ainsi, ce deuxième accord de paix confirme aux yeux de l'opinion publique sa stature d'homme d'État. Le chef de l'État affirme que cet accord est la victoire de tous les citoyens de ce pays. De ce fait, l'année 2002 est dominée par un événement politique sans précédent et qui aura une répercussion sur la recomposition du paysage politique national. Il s'agit du 10e anniversaire de la Constitution et l'entrée en vigueur du multipartisme intégral avec la fin de la période transitoire de 10 ans. Ainsi, le président de la République promulgue la loi sur la création de nouveaux partis politiques et la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Le ministère de l'Intérieur officialise la naissance de 4 nouveaux partis, à savoir l'Alliance des Républicains djiboutiens, l'ARD, présidée par Ahmadini, l'UDJ, dirigé par Ismaël Guedi Hared, directeur de cabinet de l'ancien président Hassan Gouled Abtidon, le Parti social-démocrate, le PSD de Moubin Bahdon Farah, exclu du RPP et dont il a assuré durant plusieurs années le secrétariat général, et enfin l'UPR de Mohamed Chehem Daoud, ce qui porte à 8 le nombre total des partis politiques existants désormais dans le... Et autre nouvelle du pays, le directeur de la police fédérale éthiopienne a visité ce matin les différentes installations sécuritaires au sein du camp de la police nationale. Sous la conduite et l'assistance de son homologue djiboutien, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, le directeur de la police fédérale éthiopienne a pu apprécier une démonstration quant à l'utilisation des matériels anti-chars, anti-mines et les dispositifs de prévention anti-bombes et le tenue adéquate protégeant l'agent de police.
le directeur de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, a tenu une réunion avec le directeur de la police fédérale d'Éthiopie, Assafou Abiyo. La réunion s'est portée signature d'un accord de coopération entre les deux parties sur la sécurité et la lutte contre la criminalité menaçant les deux pays, à savoir l'Éthiopie et Djibouti. Dans un discours très bref, le directeur de la police fédérale éthiopienne a félicité le directeur de la police nationale et le gouvernement de cet entretien important concernant l'échange des expériences et connaissances sur la sécurité et ajouté que la Corne d'Afrique souffre des problèmes de sécurité. De son côté, le directeur général de la police nationale a souhaité la bienvenue à la délégation éthiopienne et a expliqué que les deux pays puissent travailler ensemble pour mettre fin au phénomène du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a reçu ce matin dans son bureau une délégation éthiopienne en présence du directeur de la police fédérale d'Éthiopie, Assafou Abiyo. Cet entretien s'est déroulé en présence du colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale et de haut cadre de la police. Les discussions ont essentiellement porté sur la sécurité et l'échange des expériences entre les deux pays. Le directeur de la police fédérale éthiopienne a remercié pour sa part le gouvernement djiboutien pour l'accueil qui leur a été réservé, lui ainsi que sa délégation. Le directeur a également mis l'accent sur la coopération commune entre les deux pays dans le domaine de la sécurité notamment. Une rencontre également importante a eu lieu aujourd'hui entre le ministre de la Santé, le Dr Kassim Essar Osman, et la nouvelle représentante du PNUD à Djibouti, Mme Valérie Cliff, dont son bureau. Était présent à cette rencontre le représentant adjoint du PNUD et deux responsables du PNUD ainsi qu'un cadre du ministère de la Santé. Objectif, rencontre, était donc une rencontre de courtoisie qui introduit la prise de fonction de la nouvelle représentante du PNUD à Djibouti, mais également une courte discussion de travail sur les axes de coopération PNUD et le gouvernement djiboutien. En effet, au cours de cet entretien, les différents points de discussion entre le ministre de la Santé et la représentante du PNUD étaient la gestion du financement du Fonds mondial par le PNUD, les activités d'appui sur la contribution du gouvernement djiboutien, mais également les activités validées pour les 3 programmes prioritaires que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Pour terminer leur discussion, la représentante a réitéré l'engagement du PNUD pour maintenir l'appui dans les secteurs de la santé de la République de Djibouti. Des militaires formés et mieux préparés pour parer aux incendies. Des éléments des forces armées djiboutiennes ont été formés sur le premier secours et la lutte contre les incendies. Une trentaine d'éléments de FAD ont réussi aujourd'hui les certificats de formation à l'issue d'un stage qu'ils ont méticuleusement suivi sur la prévention et les premiers secours ainsi que la lutte contre les incendies. Les sapeurs-pompiers ont assuré cette formation qui a duré 2 mois. La cérémonie de remise de certificats s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Cheikh Ibrahim Hassan Ali Dahir Ali Mohamed ainsi que le directeur général de la protection civile Mahmoud Deheye. Donc ce dernier a souligné lors d'une déclaration que cette formation n'est qu'une première phase et a été uniquement destinée aux soldats des forces armées djiboutiennes. C'est un honneur, a-t-il indiqué, pour les sapeurs-pompiers de Djibouti-Ville d'avoir dispensé cette formation. Ces derniers viendront en appui lors des graves incendies. Il a poursuivi ses propos en félicitant les 30 éléments des FAD qui ont suivi cette formation et ont été tous admis comme secouristes. Il a souhaité voir ce genre de formation se renouveler à l'avenir pour renforcer les capacités des éléments de forces armées de la protection civile. Notre équipe de reportage a pu recueillir certaines réactions des officiers qui ont été donc comme secouristes. Protection civile. Le directeur nous a fait un partenariat avec l'armée pour former le futur chef incendie, du service incendie. Donc la première phase aujourd'hui, nous avons terminé pour les soldats qui devront lutter contre l'incendie dans les différentes casernes de FAD. Et puis dans une deuxième phase, nous envisageons avec le directeur de la protection civile la formation des responsables des services incendie. Donc au nom du chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Ibrahim, nous adressons nos vifs remerciements au directeur de la protection civile ainsi que l'ensemble. Cette période de grand
de franc-froid à Al-Sebiye, le leader politique de la région multiplie les échanges de solidarité à l'égard des familles les plus vulnérables. C'est ainsi qu'ils vont lancer une vaste opération d'entraide intitulée Duxi, qui consistait à la collecte et la distribution de vêtements et de couvertures au profit des plus nécessiteuses. Plusieurs centaines de personnes les plus vulnérables et âgées ont pu bénéficier de la première étape de la distribution de vêtements et couvertures collectées par la population. La population a largement participé à l'appel des parlementaires de la région d'Ali-Sebiye qui ont pu contribuer pour leur part en premier à cet élan de solidarité. Dans une intervention, le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouass, a salué ce geste de générosité intitulé Opération Duxi, initié par les leaders communautaires assadjo qui ont décidé de soutenir les plus démunis face au froid qui existe dans la région. Il a par ailleurs indiqué que cette journée est un grand jour pour la population assadjo, a-t-il dit, car la population a su être solidaire pour aider la population vulnérable. Je remercie ainsi, a-t-il dit, le président du conseil, toutes les personnes qui ont pu participer à cette action pour mettre la main dans la poche ou donner quelque chose afin d'aider les personnes vulnérables, notamment la société civile et la ville d'Ali-Sebiye, les Uqal, jeunes, femmes, hommes, commerçants, les autorités de la région, mais aussi sans oublier les députés de la région afin de contribuer ensemble à la solidarité pour soutenir cette belle initiative. De son côté, le doyen de députés de la région et ancien ministre Elmi Obsiya Ouaïs a exhorté les Azajok à poursuivre leur élan de solidarité en cette période où la région connaît une période de grand froid. La générosité et la solidarité avec ces ensembles est une recommandation du Saint-Coran, a indiqué le député Elmi Obsiya. L'opération Duxi, autrement dit être au champ, a été initiée par les élus parlementaires en collaboration avec les élus locaux et consiste à venir en aide aux populations les plus démunies en ces périodes de grand froid. Et on commence l'actualité internationale par cette principale information. Un Airbus A320 d'Air Asia qui se rendait à Singapour avec à son bord 162 passagers et 7 membres d'équipage a disparu des écrans radars 42 minutes après son décollage du Surabaya en Indonésie ce dimanche 28 décembre. Il se trouvait à la frontière entre l'Indonésie et Singapour avant de disparaître des écrans radars. Les pilotes venaient juste de demander un changement de niveau de vol pour passer de 32 000 pieds à 38 000 pieds en raison de mauvaises conditions météo. On ignore pour l'heure ce qu'il est advenu de cet Airbus A320 de la compagnie Air Asia qui s'est dirigé vers Singapour. La communication avec l'avion a été perdue pendant qu'il était encore sous le contrôle des autorités indonésiennes du trafic aérien. C'est ce qu'on indique les autorités indonésiennes. 2014 est déjà une année noire pour l'aviation malaisienne avec la perte de 10 avions de la compagnie nationale Malaysia Airlines. Toujours nouvelle du monde, en Afghanistan, les forces de l'OTAN ont officiellement annoncé aujourd'hui la fin de leur engagement militaire dans le pays, mais maintiendront quelques 12 500 hommes pour le soutien logistique et la formation de l'armée afghane. Ce retrait officiel est annoncé alors que les forces de l'OTAN ne sont pas parvenues à mettre fin à l'insurrection des combattants talibans. Le point tout de suite avec Ahmed Hamada. Les forces combattantes de l'OTAN ont annoncé leur retrait définitif du pays et ont plié leur drapeau lors d'une cérémonie qui a été entourée d'importantes mesures de sécurité, le pays étant toujours en proie à une violente insurrection. L'OTAN n'a communiqué les détails de cette cérémonie de retrait qu'au dernier moment ce dimanche en raison de la menace d'attentats ou d'attaques armées de la part des talibans qui ont visé la capitale afghane à de multiples reprises ces dernières semaines. Au plus fort de l'engagement des forces américaines et de l'OTAN, on a compté jusqu'à 130 000 hommes engagés dans les combats et venant d'une cinquantaine de pays. Depuis 2001, 3485 soldats des forces de l'OTAN ont perdu la vie. Toutes les forces de l'OTAN ne partiront pas toutefois. À partir du 1er janvier, une nouvelle mission dite de soutien résolu pour l'aide et la formation de l'armée afghane prendra le relais. 12 500 hommes resteront aux côtés des forces afghanes. Si le drapeau de l'ISAF a été abaissé ce dimanche à Kaboul, les talibans, de leur côté, ne rendent pas les armes. Les 13 années de mission américaine et de l'OTAN ont été un échec absolu en Afghanistan, a indiqué le porte-parole des insurgés, Zabihullah Mujahid. Le porte-parole a également répété les conditions posées par les talibans pour toute négociation de paix. Nous ne tiendrons pas de pourparlers de paix en présence de troupes de l'OTAN en Afghanistan, a-t-il martelé.
Inondation de grande ampleur en Malaisie. La disparition de Airbus A133-20 de ligne de la compagnie Air Asia avec son embord 69 personnes serrées due aux mauvaises conditions météorologiques. La Malaisie est d'ailleurs touchée par des inondations sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées dans le nord du pays où l'on compte au moins 5 morts. Les autorités du pays sont en outre tardées à décréter l'état d'urgence. Le point tout de suite avec Ali Abdullahi. 60 000, c'est le nombre de personnes évacuées par les autorités malaisiennes dans le nord du pays, touchées par des inondations sans précédent. Au moins 5 personnes ont été tuées en raison de ces inondations provoquées par la mousson. Et selon les services météorologiques, aucun répit n'était à prévoir dans les états de Kelantan, Terengganu et Payong. Les secouristes tentent d'atteindre les zones inondées dans le nord-est de la Malaisie, tandis que le gouvernement reste sous le feu des critiques pour avoir tardé à déclarer l'état d'urgence dans ce pays, en proie aux pires inondations depuis des décennies. Le Premier ministre Najib Razak, fortement critiqué après la publication dans les réseaux sociaux et les médias des photos les montrant en train de jouer au golf à Hawaï avec le président américain Barack Obama, a dû écourter ses vacances. Il est vite revenu pour diriger les opérations de secours, puis annoncer le déblocage d'une aide de quelques 117 millions d'euros aux victimes des inondations. Voilà, c'était le journal de la rédaction. On vous remercie de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.